40 nuances de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon. Ils sont 40 entrepreneurs, 40 champions de la tech française. Comment sont-ils arrivés là? À quels enjeux font-ils face? Quels sont les ressorts qui les ont forgés? Je suis Thomas Benzazon, cofondateur du Brain Studio Feuille Blanche, et avec mon compère Olivier Mathieu, cofondateur de Price Minister et France Digital, nous vous plongeons dans l'univers de ces entrepreneurs d'exception et les coulisses du Next 40. Ils répondront à nos questions, à celles d'invités surprises, tout comme à nos partenaires que sont La Tribune, Madines, France Digital, La French Tech et Neuflize OBC. Vous en voulez plus? Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. Next 40, un jour, Next 40, toujours, ils étaient de la première promotion du Next 40, les fondateurs et dirigeants de Home Exchange. J'ai le plaisir de retrouver avec mon acolyte Olivier Mathieu, que je salue. Salut Thomas. Emmanuel Arnaud et Charles-Édouard Girard. Bonjour messieurs. Bonjour Thomas. Bonjour. Une fois n'est pas coutume, mais c'est une coutume, Olivier a une présentation de vous, de Home Exchange, pour nos auditeurs. Absolument, écoutez, bonjour Charles-Édouard et bonjour Emmanuel. Donc je fais un petit travail journalistique, mais vous pourrez me corriger, parce qu'évidemment vous connaissez mieux Home Exchange que moi. En tout cas, quelques informations pour nos auditeurs. Donc vous avez créé... oui, j'accepte d'être jugé par le peuple. Donc, Home Exchange, au départ, c'était Guest to Guest, donc créé en 2011 par Emmanuel Arnaud. Charles-Édouard, tu as rejoint avec le statut de cofondateur. On en plaisantait tout à l'heure en préparant l'émission, mais en 2013, tu as rejoint l'aventure. Donc, il s'agit d'une plateforme d'échange de maisons entre particuliers. C'est un point important, parce que vous insistez beaucoup sur le fait qu'il n'y a pas de B2B, il n'y a pas de professionnels sur votre plateforme. Vous avez une culture vraiment du build-up, c'est-à-dire du rachat d'entreprise pour faire de la croissance externe. C'est une expertise qui n'est pas toujours répandue chez les entrepreneurs français, donc c'est intéressant de le souligner. Je crois que vous avez racheté en Italie Itamos, vous aviez racheté aussi votre concurrent Trampoline. Au Canada, je crois que vous avez aussi racheté échange-de-maison.com. Il y a eu une première levée de fonds, si je ne me trompe pas, en 2014 de 1 million d'euros. Puis ensuite, la Maïf qui vous a rejoint, je pense que c'est en 2015 avec 4 millions d'euros. Et surtout, la grosse opération dont tout le monde a parlé à l'époque parce qu'elle était très spectaculaire, une levée de fonds de 33 millions d'euros qui vous a permis de racheter votre concurrent américain Home Exchange. C'était un peu une petite révolution parce que, bien entendu, on avait davantage l'habitude que les Américains rachètent les Français plutôt que les Français ne rachètent les Américains. Donc, on en a beaucoup parlé. Ça a été l'occasion d'un changement de nom. On pourra revenir dessus aussi parce que la question du branding, de la marque, est importante dans les marchés grand public. Et donc, aujourd'hui, c'est Home Exchange qui a été retenu. Sur 2020, quelques chiffres. Je crois que vous revendiquez 900 ou un peu plus que 900 000 nuitées. Donc seulement 1% de baisse si on regarde en nombre de nuitées. 15% de baisse du chiffre d'affaires, je crois, par rapport à 2019, ce qui est une performance, parce que les autres voyagistes peuvent baisser de plus de 80% face à cette crise. Donc, forte résilience de Home Exchange, notamment, je crois que vous avez dit que c'était en grande partie grâce au poids de la France et au dynamisme du marché français au sein de votre plateforme. Vous revendiquez 450 000 membres, si je ne m'abuse. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous n'avez pas finalement de vrais concurrents. Vous êtes un vrai leader mondial. Alors, on peut dire que peut-être que Airbnb est un de vos concurrents et on pourra en parler, mais au global, c'est pas forcément un concurrent direct, évidemment. Vous avez aussi un véritable engagement sur des considérations pour le monde d'après. Ça, c'est des rubriques qu'on aime bien avec Thomas, autour des questions de tourisme de masse, tourisme accessible. Et donc, cette réflexion nous intéressera beaucoup, on l'abordera. Donc, bienvenue à vous dans 40 nuances de Next. Merci Olivier. Merci de la présentation. Eh ben, je confirme que Olivier est à distance, il a été retenu dans le sud, donc pour toi Olivier, je peux te dire qu'il hochait la tête à toutes tes affirmations. On va maintenant officiellement leur donner la parole après ce jingle. Beach, oh mon beach. Beach, oh mon beach. Souhaitez-vous ajouter, amender, compléter la jolie présentation qu'a pu faire de Home Exchange Olivier ?
Écoute, non, moi j'ai trouvé ça très complet, donc bravo à Olivier. Tu peux te recycler dans le journalisme si tu le souhaites. Et peut-être réinsister sur quelque chose qui n'est pas forcément facile à comprendre pour les auditeurs qui l'ont pas vécu. En fait, l'échange de maison, c'est une expérience incroyable. En fait, le fait d'arriver dans une maison et de pouvoir en profiter pendant une semaine, assez souvent avec sa famille, ses enfants, se faire des souvenirs de vacances et ne pas avoir eu à payer pour cette maison, c'est incroyable. Et même le fait d'accueillir et de se dire que tu prêtes ton domicile ou ta résidence secondaire, mais le plus souvent ta résidence principale, à une famille qui vient passer des super vacances grâce à toi et à ta gentillesse, et que tu reviens, tu as des cadeaux, la maison est nickel, et finalement c'était assez simple, c'était très humain comme transaction, c'est une expérience formidable, et je pense que aujourd'hui on est ravis d'être les invités du podcast, mais on en est encore au tout début de l'aventure, parce qu'il y aura des millions de personnes qui vont s'y mettre au fur et à mesure. Moi, je me fais une remarque d'ailleurs sur parce que vous parlez beaucoup de gentillesse, effectivement de bienveillance, et je pense que c'est très crédible dans votre cas, même si parfois c'est des mots qui sont un peu trop utilisés sur Internet, mais on imagine bien qu'effectivement certaines personnes peuvent hésiter à prêter leur maison parce qu'on n'a pas forcément envie de recevoir des gens, mais on peut comprendre aussi que quand on prête sa maison et qu'on profite du prêt d'une maison, et ben effectivement il y a une réciprocité qui engage, à mon avis, à la confiance de manière très très forte. Je dis ça pour bien revendre le concept, parce que c'est assez différent de louer sa maison par rapport au fait de l'échanger dans ce cadre-là. C'est clair que c'est un sujet clé dans l'échange de maison, la confiance. Il se trouve qu'historiquement, tu as raison, c'était totalement réciproque. Tu échangeais ta maison et tu allais chez l'autre pendant qu'il venait chez toi. Donc ça, c'était le concept historique. Mais ça avait une limite. C'est exactement, ça a beaucoup de limites, puisqu'en fait, c'était compliqué d'organiser des échanges. Et quand Emmanuel a l'idée de Guest to Guest, c'était d'essayer de faciliter ce type d'échange. Et donc, l'idée des guest points est apparue, qui était de dire, quand la personne ne peut pas me recevoir, je vais lui attribuer, je vais lui donner, je vais lui transmettre des points. Et ces points, il pourra les utiliser pour partir ailleurs. Donc, pour donner l'exemple concret, c'est que, par exemple, un Parisien, souvent, il a envie d'aller dans le sud l'été. Et tu y es dans le sud, Olivier, donc tu le sais, les gens du sud n'ont pas forcément envie d'aller à Paris pendant l'été. En revanche, beaucoup d'étrangers ont envie d'aller à Paris pendant l'été. Et donc, moi, par exemple, c'est une des choses qui fait que j'ai accueilli des personnes de Nouvelle-Zélande, des Anglais, des Italiens, des Espagnols l'été, alors que j'avais pas particulièrement de demande pour des Français. Voilà. Et donc ça, c'est une des choses qui a vraiment changé le concept. Et comment tu recrées de la confiance alors que tu n'as pas totalement de la réciprocité? La confiance, elle vient de la communauté. Et en fait, donc déjà, il y a un certain nombre d'outils. On a créé la vérification qui est, tu vérifies l'identité, on vérifie pour chacune des maisons l'identité et le fait qu'il habite bien cet endroit-là. On a créé des systèmes de notation. On modère les maisons, c'est-à-dire qu'on va les vérifier une à une, etc. Donc c'est très important de créer ça, même si en fait, sur le fond, il n'y a jamais de problème. Donc on le fait parce que, comme tu dis, il y a une sorte de peur. Mais en fait, et c'est ce qu'on a toujours dit aux gens, il n'y a aucune obligation de faire un échange. Et ce qui est très important, c'est vous testez votre premier échange et vous allez vous rendre compte, parce qu'il y a un contact avec les personnes, ce qui rajoute une petite complexité par rapport à un modèle de location. Mais en fait, ce qui fait que tout va mieux se passer et tout va être différent. Voilà, tu n'as plus ce côté j'ai payé donc j'ai le droit à tout. J'ai rencontré la personne, je vais chez elle, c'est gratuit. Et donc, je vis une expérience qui est différente. Sur ce modèle de bartering, de troc, il s'est fait plein d'initiatives, plein de boîtes se sont créées. Et effectivement, j'ai le sentiment que celles qui ont réussi à percer sont celles qui ont craqué le modèle, en fait, en imaginant une réflexion tripartite, quadripartite, mais avec ce système de points et d'échanges dans le temps, finalement. Oui, complètement. Je pense que la liquidité, donc c'est le terme, c'est la facilité à échanger, est très très importante dans une plateforme. Et donc cette liquidité, elle est possible plus tu as de maisons, donc tu as des effets de masse critique, mais aussi plus c'est simple d'échanger. Donc la simplicité de l'échange, elle vient des systèmes comme les points, mais aussi des outils sur le site, d'avoir les calendriers qui soient bien à jour, une messagerie efficace, etc. Après, les sites dans le bartering qui ont craqué le système, il n'y en a pas beaucoup. En fait, quand on parlait de l'économie collaborative, quand Guest to Guest a été créé,
il y a une dizaine d'années, on s'attendait à ce qu'il y ait une sorte de déferlante où on mettait un peu dans le même sac pêle-mêle un Blablacar, un Guest to Guest, un Airbnb et un Uber. Et aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a des modèles qui sont des modèles de location à la Airbnb Uber, un modèle de défraiement de Blablacar et qui est un des seuls modèles qui marche à l'échelle où il marche, et un modèle comme Home Exchange qui est un modèle de troc. C'est-à-dire qu'une fois que tu as payé ton abonnement, tu peux faire autant de nuitées d'échange que tu veux et tu n'auras rien d'autre à payer. Et au niveau mondial, aujourd'hui, il y a très très peu de systèmes qui soient comparables aux nôtres, quoi. On revient au début, il y avait cette problématique autour de la liquidité. Est-ce qu'il y avait d'autres problématiques à résoudre qui au fil du temps, ont été résolues ? Pour revenir, la deuxième problématique, c'est la confiance. Voilà, c'est comment tu convaincs quelqu'un, comment tu convaincs quelqu'un que tu vas le rassurer. Et donc ça, assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il nous fallait un outil de garantie, parce que même s'il se passe rien, en fait, les gens sont rassurés si tu leur donnes. Tu parles d'assurance là. Alors nous, on n'appelle pas ça une assurance parce que tu sais que pour assurer dans le monde entier, il faudrait c'est juridiquement. Donc nous, on a des garanties, et les garanties, c'est si avec deux problématiques que nous on a, c'est-à-dire s'il se passe quelque chose, donc soit il y a quelque chose qui est cassé, et dans ce cas-là, on te garantit qu'on va te rembourser cette chose-là. Soit il y a quelque chose qui est une autre problématique que personne n'a d'autre, c'est l'annulation. Parce qu'en fait, si tu vas dans un hôtel, tu n'as pas, tu es sûr qu'à moins que ton hôtel brûle, on va pas t'annuler, quoi. C'est assez rare, quoi. Alors que nous, on a cette problématique-là parce que ce sont des hommes qui te reçoivent vraiment chez toi, c'est pas des professionnels. Et ça, il fallait trouver quelque chose qui te garantisse que tu pars avec ta famille en vacances, et tu es sûr. À l'autre bout du monde, oui. Voilà, tu es sûr que tu vas pouvoir. Et donc aujourd'hui, on est capable on retrouve un échange dans 92 ou 91% des cas. Et si on ne le retrouve pas, on te paye quelque chose, parce qu'il n'est pas question que tu n'aies pas la même expérience qu'ailleurs, c'est-à-dire que tu ne puisses pas être sûr d'avoir des vacances, puisque c'est quelque chose d'important de pouvoir garantir ça. J'avais une question assez pratique. Si quelqu'un n'a pas encore, en fait, quand vous rentrez dans cette communauté, vous n'avez pas encore de profil de confiance. Donc si par exemple je veux commencer est-ce qu'il faut que je commence d'abord par prêter ma maison avant de pouvoir en profiter, ou à partir du moment où je suis abonné à Home Exchange, je peux commencer des deux côtés, offre et demande? Alors quand tu t'inscris, on va te donner des points, donc on appelle chez nous des guest points, au fur et à mesure que tu prends des initiatives pour améliorer le niveau de confiance que les autres peuvent avoir en toi. Donc tout simplement en mettant des photos sur ta maison, en remplissant bien ton profil. Et lorsque tu auras fait toutes ces initiatives-là qui sont juste du temps pour toi passer finalement à nourrir ton profil et à rassurer les autres, eh bien tu auras assez de points pour pouvoir partir à peu près une semaine dans la plupart des maisons du site. Et du coup, quand tu pourras contacter qui tu veux, et eux pourront te répondre, super, faisons un échange réciproque. Dans ce cas-là, il n'y a pas forcément besoin de points, donc tu pourras à la fois être accueilli et accueillir. Tu pourras contacter des personnes qui te diront, super, viens avec tes guest points, et tu auras assez avec ton premier pécule en guest point pour pouvoir passer cette première semaine d'échange de maison. Et bien sûr, si tu reçois des demandes, tu pourras commencer par accueillir. Et en fait, on a plein de membres qui accueillent 2-3 fois avant de partir, et à l'inverse, on a plein de membres qui partent une première fois parce que ça les rassure, et qui ensuite, en découvrant la simplicité du concept, en se disant en fait il m'a juste laissé les clés de chez lui et je respecte, et ça se passe bien, ça les rassure pour pouvoir eux après accueillir à leur tour. Mais comment ça se passe si quelqu'un a une maison qui est peut-être pas très attractive? J'en veux à personne, mais ça peut arriver, peut-être qu'une maison soit moins demandée. Et du coup, comment est-ce que vous gérez le déséquilibre possible entre l'offre et la demande d'un point de vue individuel? En fait, ça se fait assez naturellement. Globalement, tu vas demander, c'est très marrant parce que c'est pas un système de consommation pure, c'est un système de partage. Et donc, dans le partage, souvent, ce que tu fais, c'est que tu vas demander à des gens qui te ressemblent. Alors, ressembler veut dire sur un certain nombre de caractéristiques, mais c'est souvent assez. Tu vas pas demander, par exemple, il y en a qui le font, il y en a qui ont un peu de culot, et si les gens sont d'accord en face, il y a aucun souci. Mais en moyenne, les gens vont dire, si je suis une famille, je vais plutôt aller dans un lieu où ma famille pourrait être accueillie. Et si ma maison, elle est d'un certain standing, et c'est toi qui le juges, tu vas plutôt demander, et naturellement en fait, on n'a pas besoin de le pousser. Pourquoi? Parce que en fait, on est dans un système où on peut te refuser, et donc le refus, on peut te dire non. Et donc en fait, comme t'as pas envie, c'est pas quelque chose que naturellement tu aimes, et tu fais dans des choses où tu vas te sentir bien, et donc tu mets toutes tes chances de ton côté. Voilà. Et donc ensuite, pour être tout à fait transparent, les guest points sont là, on évalue les valorisations de maison, en fait, un petit algorithme qui permet de dire combien vaut ta maison. Et donc, s'il y a des écarts, tu peux utiliser cet écart pour dire, mon appartement à Paris vaut, 150 guest points, et la maison dans le sud, elle en vaut 220. Et
il arrive que les gens laissent cet écart et dans ce cas-là, tu transmets un petit peu plus de points à l'un l'un en perd un peu plus et l'autre en gagne un peu plus. Mais c'est justement, nous, on voulait éviter qu'il y ait cette discussion où il y en a un, elle est un peu plus belle ma maison, et ça permet de temps en temps, et les gas points sont très bien pour ça, de gérer ces cas-là. Ces cas un petit peu, il n'y a pas de discussion, ils voient qu'il y a un petit écart et ça se fait naturellement avec les points. Il y a un utilisateur type, pardon, je te voyais réagir, Emmanuel. Oui, j'allais juste réagir aussi sur, pour bien réitérer la différence avec la location, c'est que dans un système de location, assez souvent, tu vas essayer de prendre, je sais pas quoi, moi, des photos grand angle de ta maison pour la faire rendre plus jolie. Oui. Tu vas dire vue sur la tour Eiffel, et en fait, il faut être debout sur un tabouret sur le balcon pour arriver à voir le bout de l'antenne de la tour Eiffel, etc. Et dans l'échange de maison, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que tu vas avoir une maison super et tu vas dire, je suis désolé, vous allez voir, de temps en temps, la chose d'eau fuit un peu, etc. Parce que vu que tu es dans une logique d'hospitalité, tu n'es pas du tout en train de survendre. Ta problématique, c'est pas d'essayer d'obtenir le maximum d'argent de la partie en face. Ta problématique, c'est d'essayer que les gens soient bien chez toi. Et c'est très important pour toi dans ton identité. C'est-à-dire que dès qu'on est petit, on nous apprend comment bien partager les jouets avec les copains. Et est-ce que ça, c'est difficile. Voilà. Non, mais c'est un des trucs difficiles avec les enfants. Pour tous ceux qui ont des enfants, et pour répondre à ta question sur un peu la personne type, ça va du jeune couple qui commence à vouloir voyager assez souvent et qui n'a pas forcément les budgets. Moyens, exactement. Ouais. Et donc c'est un vrai, on voit pour 130 € tu peux voyager autant de temps que tu veux dans l'année, donc c'est incroyable. Et ça va jusqu'au retraité qui lui a beaucoup de temps de vacances et qui se trouve des opportunités, et aussi qui cherche la partie un peu plus contact, plutôt que de se retrouver dans des endroits, dans des bus avec que des vieux. Ils vont rencontrer plein de gens dans le monde entier, quoi. Je vois qu'Olivier veut réagir, mais avant ça, j'ai une question qui me vient comme ça. Comment vous avez fixé ce prix de 130 €? Alors, c'est hautement scientifique. C'est extrêmement compliqué. Il y a un algorithme. Le BCG pendant 3 ans. Une cinquantaine de polytechniciens. Non, en fait, on a racheté Home Exchange, et c'était le prix qu'ils avaient fixé sur une parité euro-dollar qui était de 150 $ aux États-Unis, qui correspond à la parité euro-dollar il y a quelques années. Et donc, pour l'instant, on l'a pas bougé parce qu'on a une communauté super et très fidèle qui nous a soutenus à travers le Covid. Donc, c'est un engagement. C'est une manière de la remercier. Exactement. Oui, moi j'avais une petite question qui justement, au-delà du prix, donc il y a une réflexion sur l'accessibilité du coup de ce type de moyen de voyager. Et ce que j'ai pu lire un petit peu aussi dans la presse, dans vos réactions et interviews, c'est que finalement vous mettez beaucoup en avant l'idée que n'importe qui peut échanger sa maison. Du coup, ça peut être des personnes qui sont plutôt modestes sur le plan financier, qui peuvent également en profiter. Mais je me demandais si à l'opposé, donc ça c'est tout à fait louable et tout à fait crédible, hein, mais je me demandais si à l'opposé vous aviez aussi des gens très fortunés. Est-ce qu'il y a des gens qui échangent leur château, par exemple? Est-ce qu'il y a des cas un peu marrants? Il y a des cas. Ou est-ce qu'au contraire, ces gens-là étant tellement fortunés, ils n'ont pas envie de faire d'échanges? Non, mais on a si les gens ont envie d'aller s'amuser, on publie régulièrement des petites newsletters avec les maisons incroyables qu'il y a dessus. Donc il y a tout type, ça va. Il faut pas croire, en fait, il y a quelle que soit la catégorie sociale, les gens, on trouve un grand nombre de personnes qui adorent échanger, parce que ce que je disais, c'est la ressemblance, c'est humain. C'est-à-dire que tu peux avoir la chance dans ta vie, que ça soit par ton travail ou par ton histoire, d'être assez fortuné, mais ça ne t'empêche pas d'avoir envie de partager avec des gens parce que tu te sens très proche d'eux, tu as la même culture, tu as les mêmes centres d'intérêt, et donc on a tout type de maisons. En revanche, pour être tout à fait clair, on répond quand tu fais de l'échange de maison, par exemple en France, on répond, et c'est un truc qui est très important, c'est plutôt à une demande. En moyenne, les Français ils voyagent en France, hein, c'est 60-65% des Français qui voyagent en France. Et donc nous, on est un peu dans cette catégorie-là, c'est-à-dire que on ressemble aux Français, quoi. On n'est pas ni dans une catégorie sociale très basse, ni dans on ressemble à ce qu'est un Français ou ce qu'est un Américain. On répond à ça. Et souvent, les gens ont une image de l'échange de maison qui est que à l'international, mais pas du tout. En fait, les gens voyagent en majorité dans leur pays, et l'échange de maison est pareil. Vous réévoquez les États-Unis et l'international. On a énormément de questions de nos partenaires qui vous sont adressées. Je vous propose d'en écouter quelques-unes et d'y répondre. Vous avez un message. Bonjour. Vous avez indiqué avoir réussi à limiter vos pertes l'an dernier grâce à la France. Certains pays comme le Royaume-Uni et les États-Unis ont-ils davantage été impactés, et pourquoi selon vous? Alors sur le Royaume-Uni, c'est pas un pays sur lequel on est très très présent.
Tout à l'heure en intro, Olivier, tu disais qu'on n'avait pas beaucoup, on n'avait pas de concurrents. En fait, on a un concurrent qui est beaucoup plus petit que nous, mais qui se trouve être britannique, donc qui a une bonne position au UK, et nous, on y est moins présent. En revanche, aux États-Unis, alors ce qu'on oublie souvent de France, c'est que les États-Unis, c'est pas un pays, c'est 50 États, et donc que la géographie du voyage, mais aussi la géographie du Covid et des restrictions qui ont été mises en place aux États-Unis, et le timing à travers l'année 2020 a eu un vrai impact sur notre business. Donc, par exemple, nous, on a à peu près la moitié de nos membres qui sont en Californie. Et la Californie a été un État qui était particulièrement touché par le Covid. Donc, on a eu une année 2020 qui était plus marquée que la France, une plus grande chute au niveau des échanges. On a eu une moins bonne reprise au niveau de l'été. En revanche, on a eu une plus grande capacité, par exemple, à générer des nouveaux membres. Donc, on a eu beaucoup moins d'échanges, mais voilà. On a maintenant, en ce moment, une reprise plus forte aux États-Unis, notamment au niveau des échanges qui se passent qu'en Europe. Et voilà, donc pourquoi, selon moi, aux États-Unis, on a un peu moins rattrapé, c'est parce que le Covid a impacté de manière différente. Et là, on voit bien que c'est en train de repartir aussi de manière différente par État. On reste sur l'international, toujours avec nos questions de partenaires. Et je vous propose, alors là, c'est pas un partenaire, c'est des proches à vous. On écoute Cyril Saint-Olive. Vous avez un message. Salut Emmanuel, j'ai une petite question pour toi. Il y a quelques années, on a eu l'occasion de vivre avec des entrepreneurs du réseau Entreprendre et toi, une expérience folle à New York. Et à cette occasion, avec ton associé, vous avez eu l'ambition de racheter votre concurrent américain, Home Exchange. Maintenant que tu reviens des États-Unis, après y avoir passé 3 ans, tu as dû ramener des idées folles, des ambitions incroyables pour Home Exchange. Est-ce que tu peux me les partager ? Juste avant de te laisser lui répondre, je vous propose d'écouter dans la foulée la question de Nicolas Brienne, le directeur général de France Digital, qui va dans le même sens, comme ça ça permettra de répondre à tout le monde. Et pour ton information, Charles-Édouard, il ne savait pas que tu étais présent. Je ne lui parlerai plus jamais à Cyril. Home Exchange a une spécificité. Vous avez réussi à merger avec un concurrent, un partenaire américain pour former la boîte telle qu'elle est aujourd'hui. Comment ça s'est passé ? Et selon toi, pourquoi il y a si peu de scale-up françaises qui ont recours à de la croissance externe ? Alors on fait une pierre deux coups pour les réponses. Alors moi je résiste pas au plaisir de raconter un petit peu l'histoire du voyage dont Cyril parle. Donc Cyril était le directeur du réseau Entreprendre pour Paris, dont on est membre avec grand plaisir, Charles-Édouard et moi. Et ils avaient organisé une Learning Expedition à New York qui était en novembre 2015, un truc comme ça, novembre 2015, et on s'était inscrit, et puis moi, 2 semaines avant, je dis à Charles-Édouard, non mais c'est n'importe quoi, regarde, ça va nous coûter 1 000 €, on n'a pas du tout les moyens, en plus là il faut se concentrer sur le business, et Charles-Édouard avait insisté, je lui rends vraiment hommage en disant, mais si c'est bien, tu vas voir, on va partager la chambre d'hôtel pour que ça nous coûte moins cher, donc on a... Il ronfle. On a vécu des moments très intimes à New York ensemble, mais ça restera à New York. Et en fait, c'était super ce voyage à New York. Ça nous a complètement sorti la tête du guidon. Et je pense que c'est une vraie leçon pour moi, en tout cas, d'apprendre à sortir la tête du guidon et de se dire, bon, bah, il y a le quotidien, mais il faut aussi arriver à avoir la stratégie et de voir plus grand. Et la prise de conscience qu'on a faite, c'est que les États-Unis, c'était un pays énorme, avec donc un marché énorme, mais que les entrepreneurs formidables qu'on rencontrait, par exemple, on avait rencontré le CEO de Trello, étaient fantastiques, mais ils n'étaient pas plus fantastiques que les entrepreneurs de la French Tech, quoi. Quand on voit ce qu'un Olivier Mathieu a réussi à faire avec Price Minister ou les autres entrepreneurs en France, voilà, J'en rougis là. Non, mais il y a des entrepreneurs du même calibre en France qu'aux États-Unis. C'est juste qu'aux États-Unis, ils ont un terrain de jeu qui est beaucoup plus grand, quoi. Et donc le fait d'avoir un beaucoup plus grand marché fait que tu as des économies d'échelle, fait que tu peux lever des sommes qui sont beaucoup plus importantes, que tu peux avoir des exits, que le marché financier est beaucoup plus complexe, donc tu peux te financer de plein de manières plus créatives qu'en France. Et donc c'est pas la qualité des personnes, c'est le terrain de jeu.
Et à partir du moment où on a vu ça, on s'est dit pourquoi pas nous. On avait un super partenaire financier, on a toujours un super partenaire financier avec la Maïf, et on s'est dit on a un concurrent qui s'appelle Home Exchange, qui est un peu le pionnier de l'échange de maisons. Les fondateurs ont 70 ans, si ça se trouve ils sont prêts à passer la main, contactons-les. Et donc on les a contactés, on est revenu en novembre, on les a contactés en décembre 2015, et en février 2017, le rachat était fait. Et ce que dit pas Emmanuel, c'est que quand on les a contactés pour les racheter, ils ont un peu rigolé. Voilà, ils ont annoncé un montant de rachat qui était beaucoup plus important. Et on s'était parlé avant, on s'était dit, quel que soit le montant, on y va. Poker face, on y va et on sourit, aucun souci, mais on n'avait pas du tout d'argent à ce moment-là. Voilà. Et en fait, c'est une des leçons pour répondre à Nicolas, c'est que je pense que ce que nous a vraiment servi ce voyage nous a vraiment permis une chose, c'est de se rendre compte qu'il y a des gens, comme dit Emmanuel, qui sont pas plus brillants que les entrepreneurs qu'on voit en France. Et la grande différence, c'est qu'ils ont une ambition qui est peut-être liée à l'atmosphère générale, etc. Et j'ai l'impression que c'est en train de changer. C'est-à-dire que l'ambition, en ce moment, on le voit chez France Digital et en France, c'est que justement, les ambitions sont en train de naître, se dire on n'est pas si petit que ça, on peut y arriver, etc. Et nous, c'est vrai que ça nous avait... Franchement, si on raconte l'histoire, elle est assez rigolote parce que pour vivre ça pendant 1 an sans avoir du tout prévu comment on allait le financer, aller voir nos actionnaires, être soutenu, puis on passe parce que on pourrait en parler, on pourrait faire un podcast dessus tellement il nous arrivait d'événements pendant ce rachat. À la fin, on regrette pas. Ça nous a permis de prendre un marché, d'avoir une marque qui est mondiale aujourd'hui. Et je pense qu'il y a plein d'autres possibilités, plein d'autres opportunités à faire là-dedans, et il faut se donner cette ambition. C'est vrai que ça a l'air un peu plus complexe, c'est vrai que les avocats américains sont un peu plus chers que les avocats français, mais finalement en fait, si on veut grossir, si on veut avoir comme le disent beaucoup de gens, des licornes, le marché américain est indispensable. Et donc plutôt que d'envoyer un stagiaire qui va étudier le marché pendant 6 mois, essayer d'aller regarder s'il y a des rachats possibles. Et je trouve qu'aujourd'hui il y a l'air d'avoir des financements, et je trouve une bonne leçon pour tout le monde, c'est d'aller les voir et de pas avoir peur. Et il y a plein de mécanismes, on en a vécu plein en rachetant, il y a plein de mécanismes possibles pour acheter des gens. Il se trouve que nous on n'a jamais intégré des dirigeants d'entreprise c'est-à-dire que les boîtes que vous rachetiez, voilà. Les dirigeants restaient pas. Voilà, Home Exchange, le directeur général est parti au bout de 6 mois, mais on aurait pu l'intégrer, ça aurait pu être une possibilité, mais il y a plein de façons d'intégrer des boîtes, il y a plein de façons de les financer, il faut vraiment juste y croire, et ça c'est ce que nous avait permis ce voyage. Donc coup de culot. Et après, vous allez chercher l'argent auprès des invests. Exactement. C'était un peu, tu te retrouves un peu dans une situation. Vous l'avez eu au prix ou vous avez renégocié ensuite on a tout renégocié, mais c'est un peu une situation dans laquelle tu regardes la cible et tu dis, évidemment, on a les financements. Et puis ensuite, tu regardes tes investisseurs et tu dis, évidemment, on le deal, on l'a dans la poche. Et puis en fait, tu te retrouves finalement à réussir à faire les deux. Et quand tout le monde croit à l'histoire que tu as racontée, elle est là. Elle arrive, exactement. Et alors, pour répondre à la question de Cyril sur les ambitions, moi je pense qu'on a des ambitions hyper fortes pour Home Exchange. On s'est regardé un moment en 2020 avec Charles-Édouard. Dans le tourisme 2020, on n'est pas le seul secteur, hein, restauration, événementiel, il y en a d'autres, mais bon, ça n'a pas été un moment, et encore aujourd'hui, hein, c'est pas un moment super rigolo. Et on s'est dit, on se donne un objectif, c'est que 2021, on croit quoi qu'il arrive. Et on y croit. Voilà, et on y croit. Qu'il y ait des variants dans tous les sens, etc. Que le vaccin se passe plus lentement. Donc on s'est réparti les rôles avec Charles-Édouard. Charles-Édouard, c'est la croissance interne. C'est de voir comment est-ce qu'on fait pour croître quoi qu'il arrive sur l'ensemble des géographies, lancement de produits, amélioration, etc. Et on espère qu'on aura des annonces à faire, pas aujourd'hui, mais dans quelques mois. Et moi, je suis plutôt sur tout ce qui est croissance externe, en se disant, voilà, on est un groupe dans le tourisme qui se porte plutôt très bien par rapport au reste des acteurs du tourisme. Du coup, il va y avoir la consolidation dans le secteur, c'est une certitude, autant faire partie de ceux qui consolident. Je suis joueur, je vais parier. Est-ce que vous rachetez le concurrent au UK ? Alors, on pourrait pas en parler. Voilà. Ce que je peux dire, c'est qu'on rachète pas Airbnb. Depuis leur IPO, on se dit non. Ils sont un peu chers. On va attendre un peu. On pense qu'ils sont sur côté. Olivier. Oui, ça serait intéressant de reparler de Airbnb, mais avant d'aborder la question, je me demandais juste est-ce qu'il y a des recettes qu'on peut partager sur le build-up ? Comment est-ce qu'on rachète bien une boîte pour des plus jeunes entrepreneurs que vous, moins aguerris ? Vous avez déjà eu un parcours justement de build-up important, comme je le rappelais en introduction et comme on en parle avec Thomas maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien réussir l'intégration d'une boîte ? Parce qu'on parle aussi souvent de difficultés d'intégration qui parfois culturelles, parfois techniques. Est-ce qu'il y a une recette ?
En fait, pour moi, sous ce terme de build-up, si on regarde, nous, on a racheté des choses très très différentes. Tu parlais d'Itamos dans ton intro. Itamos, c'était un side gig pour quelqu'un qui avait 3000 membres non payants, qu'on a racheté contre un peu d'equity de notre côté, donc on n'a pratiquement rien sorti, et qui nous a permis à la fois de nous crédibiliser, parce qu'on a eu un peu de presse à ce moment-là, de nous crédibiliser vis-à-vis des autres acteurs du secteur, vis-à-vis des investisseurs, et de montrer qu'on avait de l'ambition. Donc c'est quelque chose qui a été une opération où en fait on n'avait rien à faire d'un point de vue RH, d'un point de vue techno, on n'a pas repris la techno, on a juste invité les membres à venir sur notre plateforme. Voilà. Et là, tu as une perte quand même des membres qui ne basculent pas, ou 100% de... En fait, tu as une perte, mais tu l'as mise dans ton prix, et tu peux avoir des mécanismes par lesquels Emmanuel simplifie un petit peu. On a passé quand même beaucoup de temps à essayer d'en perdre le moins possible. Oui. Là, il simplifie un petit peu, mais c'est... Non, il y a un travail de SEO, de récupération de la base, etc. Ce qui est sûr, c'est que après la deuxième ou la première ou la deuxième, tu te rends compte de ces pertes et tu es largement meilleur pour évaluer le prix, et pour quand les personnes te disent non mais j'ai un taux d'actifs de je sais pas quoi de 90%, vous allez tous les garder, on sait que c'est pas vrai. Les gens sont attachés à la marque, et encore plus dans l'échange de maison. Vas-y, et ensuite tu as des build-up beaucoup plus complexes que tu vois. Quand on rachète un home exchange, ils sont 5 fois plus gros que nous à l'époque. Nous on était une vingtaine, ils avaient 70 personnes qui bossaient, un bureau en Croatie, un bureau aux US, des freelances dans une vingtaine de pays. Ça a été un beaucoup plus gros défi pour nous en termes de management, et du coup des conseils. Est-ce que j'aurais des conseils Moi je trouve qu'il y en a qu'il y en a un qui est très important justement, c'est de toujours être en discussion, en communication avec les concurrents. En fait, c'est la principale chose, c'est que si vous les connaissez pas, ou si vous développez une haine, des fois on entend des gens qui disent je pourrais jamais m'associer avec cette personne-là parce que c'est voilà. Et c'est souvent ceux qui pourraient se comprendre le mieux. Mais exactement, souvent c'est parce que au contraire il y a si ils se détestent, c'est qu'il y a plein de proximité dans leur business, et qu'au contraire c'est peut-être eux qui devraient fusionner ou se rapprocher, et c'est ça. Et en fait je pense qu'il faut voir ces éléments-là comme il vaut mieux avoir une entreprise, et ce que nous on a décidé en prenant la marque Home Exchange, etc. Et nous on préférait avoir une entreprise qui devienne un leader mondial plutôt que de rester petit ou de se battre. On s'est dit en fait, si on veut réussir notre pari qui est de développer l'échange de maisons dans le monde entier, le seul moyen c'est d'aller voir notre concurrent espagnol qui s'appelait Home for Home, de le racheter, d'aller voir celui qui était premier parce qu'il s'appelle échange de maison, et dans Google quand vous appelez échange de maison vous êtes premier. Donc on a été les voir. Home Exchange parce que historiquement c'était celui qui était le plus marquant, et donc quand vous faites ça, vous êtes sûr qu'à la fin vous arrivez à faire la mission qu'on s'était filée, et c'est fixé et qu'on veut toujours avoir, c'est de développer l'échange de maison dans le monde. Alors il y a un sujet qu'on voulait aborder avec Olivier aussi, c'est la question du naming, qui est un sujet précieux. C'est celui de la marque. Vous appeliez Guest to Guest, vous avez cette possibilité, et vous le faites, de racheter Home Exchange, et vous décidez de reprendre la marque. Oui, c'était une décision qui a pas été facile, mais avec laquelle on a été serein. Ce genre de décision, tu sais, t'hésites énormément. Puis quand tu l'as prise, tu sais que c'est la bonne parce que t'es serein. Home Exchange, c'était une meilleure marque que Guest to Guest à plein de niveaux. C'était une meilleure marque en termes d'actifs, c'est-à-dire que tu avais beaucoup plus de SEO qui emmenait à ça, donc ça permet d'avoir du trafic gratuit, ce qui est quand même important. C'était une meilleure marque parce que tu avais une communauté qui était la communauté d'Home Exchange, qui était très attachée, c'est-à-dire que vu que l'entreprise était plus ancienne, elle datait de 92, sur Internet depuis 97, il y avait des membres qui étaient là depuis 20 ans et qui étaient une partie importante des actifs qu'on rachetait. Et puis c'était une meilleure marque parce qu'elle est plus immédiate, c'est-à-dire que Home Exchange, on se doute assez vite de ce que tu fais, alors que Guest to Guest, c'est pour ça qu'on allait vite sur le pitch. on pourrait imaginer plein de choses. Du coup, voilà. J'adore se moque un peu de moi parce que moi j'ai traîné un peu plus la jambe que lui. Non, moi, un truc qui m'a hyper décidé, c'est qu'une fois j'étais allé aux États-Unis, je crois que c'était encore à Los Angeles à ce moment-là, et je m'amusais à toujours tester les noms auprès du taxi, et en fait 2-3 fois je faisais Home Exchange et Guest to Guest, et à chaque fois sur Guest to Guest, la personne me regardait et me dit c'est un truc, c'est quoi, c'est livraison de repas, donc à chaque fois j'avais un truc sur Guest to Guest. Un exercice de diction peut-être. Donc, le truc, on a bien fait notre job pour bien essayer de rationaliser, puis à la fin il y a une sorte de sentiment, c'est qu'à chaque fois que vous dites Guest to Guest, les gens comprennent pas, et quand vous dites ils comprenaient pas quand je disais Home Exchange parce que je prononce à la française, j'ai oublié de dire Home Exchange ou je sais pas quoi, et ils me reprenaient 10 fois, mais à la fin je me disais c'est énervant quoi, et donc même si on aimait bien, parce qu'on trouve que guest c'est quelque chose qui nous représente, tu vas l'inviter, tu invites, c'est de l'hospitalité, c'est devenu quelque chose de très naturel. Et peut-être là-dessus, moi une chose qui m'a surpris quand on a choisi ce nom-là, c'est que le fait que notre membership, donc les membres de Home Exchange apprécient
c'était ma geste. question. D'accord. Ouais. Ça m'a pas surpris parce que c'était une des raisons pour lesquelles on le faisait. C'était important dans le cadre du rapprochement des deux entités parce qu'on gardait le site internet de Guest to Guest, donc les fonctionnalités, l'ergonomie auxquelles la communauté de Guest to Guest était habituée, mais on l'a repeint avec une marque Home Exchange qu'on a redéfinie à ce moment-là, mais on a gardé le nom. Ce qui a permis de garder la communauté, mais ça on en était assez conscient et on savait pourquoi on le faisait. Mais ce qui m'a surpris, c'était en termes de marque employeur en interne, c'est-à-dire que donc on avait 20 salariés qui étaient à nous entre guillemets, 70 salariés qu'on essayait de motiver dans un but commun de croissance d'une entité, et le fait qu'on garde le nom de l'entité qu'on avait rachetée a été un signal fort en interne du fait qu'on essayait vraiment de faire ce qu'il y avait de mieux pour l'entreprise, là où quand il y a un rachat, il y a un peu toujours cette même si on a essayé de l'éviter, l'impression qu'il y a des cowboys qui débarquent et qui vont t'expliquer comment gérer ton business parce que c'est eux qui te rachètent. Et voilà, ça c'est venu conforter le discours comme qu'on était vraiment à l'écoute de l'héritage qui venait de Home Exchange et la compétence des salariés qui venaient de l'entité. Et aujourd'hui, comment se répartissent vos effectifs du coup entre les différentes géographies au niveau des équipes ? Alors globalement, on est quand même beaucoup en France, hein, donc c'est, je dirais, il y a une cinquantaine de personnes, un peu plus peut-être, il y a une cinquantaine de personnes en France. On en a en Croatie, ils avaient un centre d'appel là-bas. En fait, il y a eu beaucoup de freelance, donc nous, ce qu'on a fait, c'est un peu à la française, on s'est mis à salarier tout le monde, parce que c'est le truc où ça te coûte beaucoup plus cher. Mais on a créé 3 syndicats. Voilà, mais on est très à l'aise avec, parce qu'en fait, ça nous représente, c'est qu'on est très sensible au fait que les gens soient dans des situations assez stables et qu'ils se sentent bien dans l'entreprise. C'était très important pour nous d'avoir cette culture-là, et dans tous les pays. Ce qui est assez marquant parce qu'en fait les attitudes sont même très très différentes, hein. Aux US, Emmanuel peut en parler, mais donc là-bas il y a un peu moins de 15 personnes en Croatie, et aux US il doit y en avoir une dizaine. Voilà, une dizaine. Voilà, et donc ces différences de culture, elles sont assez marquantes, quoi. Bon, alors je propose une transition sans transition directement pour parler de cette question du confinement. Donc on a un petit jingle qu'on vous propose et on verra effectivement que l'impact de la crise sur le monde du tourisme a été conséquent, mais qu'Home Exchange a bien résisté. Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme. Chez vous, chez vous, chez vous. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons. Le rester chez vous, il fait mal? Quand ton métier c'est de faire voyager les gens, oui forcément le rester chez vous il fait mal. Et en même temps, on a bien senti qu'avec les annonces gouvernementales, par exemple il y avait eu un discours d'Édouard Philippe à l'époque, avant l'été, à partir du moment où le gouvernement en France a pu donner la visibilité, et ben dès le lendemain les échanges s'organisaient. Donc forcément, il y a eu des paroles politiques et des décisions qui étaient dites à prendre et qui ont un impact fort sur notre activité, mais il y a eu aussi des paroles politiques qui étaient positives. Nous, on a l'extrême chance d'avoir un business model qui ne dépend pas du nombre de voyages que font nos membres, mais qui dépend du fait qu'ils renouvellent leur abonnement et du fait qu'il y ait des nouveaux membres qui arrivent. Et parce qu'on a une communauté qui est extrêmement forte, qui se reconnaît dans les valeurs d'Home Exchange, parce qu'on a une communauté qui voit aussi que l'abonnement n'est pas très cher par rapport à ce qu'ils en retirent et qui ont pu quand même faire des échanges, notamment cet été en France, on a eu plein d'échanges, on en a eu plus cet été que l'année dernière, on a même fait plus de nuitées aussi à la Toussaint en France que l'année dernière. On est une communauté qui a des taux de renouvellement extrêmement forts. Là, on a battu notre record encore récemment sur le taux de renouvellement et qui nous permet de nous soutenir. Donc pour nous, une année forcément beaucoup moins belle que celle qu'on allait faire. On était en train de faire des chiffres historiques en janvier, février et première quinzaine de mars 2020. Mais une année, quand on regarde à droite et à gauche, on se dit qu'on a énormément de chance. On a énormément de chance d'un point de vue business, on a énormément de chance parce qu'on n'a pas fait de chômage partiel. C'est l'intérêt du modèle de l'abonnement aussi. Voilà, exactement. Et donc voilà, énormément de chance aussi pour les équipes, pour la motivation. C'est quand même un grand confort aujourd'hui dans le tourisme de pouvoir garder ses équipes et une motivation intacte. Olivier ? Ça m'intéresserait de revenir du coup sur ce qui se passe effectivement sur le marché français, parce que je crois que le marché français en particulier pèse assez lourd. Vous l'avez dit que vous aviez un ADN français, effectivement. Est-ce que ça veut dire, parce que vous êtes français, qu'il y a plus de Français, ou est-ce que c'est parce qu'il y a également, dans cette économie collaborative, une préférence des Français vers ce marché de la confiance par rapport à d'autres cultures ? Historiquement,
Historiquement, l'échange de maisons, c'est un concept plutôt qui vient qu'un anglo-saxon. Mais ce qui est assez marquant, c'est que en France, c'est devenu, grâce à Guest to Guest, mais aussi au Make Change, avait une grosse part, c'est devenu le plus gros marché c'est le plus gros marché au monde d'échange de maisons. Ça vient aussi du fait qu'on est un très gros pays de tourisme, hein, il faut pas non plus l'oublier. Mais ça vient, je pense, d'une sorte de logique un peu générale des Français. On le voit, moi je trouve qu'on le voit très bien avec Blablacar. C'est que cette logique de faire attention et économiquement, mais en voulant se faire plaisir, et être plutôt accueillant parce qu'on reconnaît que on est un pays comme ça de tourisme. Je pense que c'est ce qui a fait que au Make Change s'est bien développé en France. Sur le marché français, en fait, ce qui a été assez incroyable sur la partie Covid cette année, c'était que chaque annonce, c'est le pays qui réagit le plus aux annonces. Voilà, c'est-à-dire que chaque annonce est soit un pic, soit une baisse, soit un arrêt d'un seul coup. Et j'ai l'impression que c'est assez vrai pour beaucoup de business en France. Et on voit donc que les gens, par exemple sur le tourisme, Emmanuel le disait, du jour au lendemain, on annonce que on est déconfiné. Les gens se mettent à réserver, à préparer leurs vacances. Et voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que au Make Change quand même répondait à deux, trois besoins quand même importants. C'était, il répondait au fait que les gens, donc oui, économiquement, ils voulaient faire attention, et il répondait aussi à un besoin qui était, je voulais me retrouver dans un lieu un peu safe, comme on dit, c'est-à-dire où une maison pour moi tout seul, où je vais pas être mélangé, parce qu'avec peut-être que maintenant, petit à petit, on apprend à vivre avec le virus, mais il faut se souvenir de ce que c'était en mai, en juin. Mois, voilà. ouais. Et donc, on répondait un peu à ça. Donc, d'ailleurs, c'est marrant parce que les principales régions qui ont bien marché n'étaient pas les régions habituelles. Donc, PACA, par exemple, qui est une des plus grosses régions habituellement, là, on était plutôt sur de l'Auvergne et sur de la Bretagne. Moi, je suis plutôt breton, donc je comprends la Bretagne, mais c'était pas notre région principale. Il y avait un peu trop de monde cette année. Mais voilà, le problème, c'est que ça se répartit toujours. Mais après, ça dépend de quelle Bretagne. Si tu viens dans les Côtes-d'Armor, je t'encourage, il n'y a jamais personne. Voilà, faut dire, il fait une température digne d'un froid polaire, même l'été, mais voilà, mais c'est une magnifique région. I have a dream. Donc une crise particulièrement rude, en tout cas à ses débuts. On sent que même si on est encore relativement dedans, le soleil ne peut que s'éclaircir. Notre question, c'est avec Olivier, on aime beaucoup interroger les entrepreneurs du next, sur l'après, à la fois pour leur business, mais aussi peut-être sur des grandes tendances qu'ils peuvent observer à travers leur boîte et les usages de leurs clients et consommateurs. Avant de vous livrer toutes nos questions, on a des questions encore une fois de nos partenaires. Je vous propose de démarrer avec une question de Philippe Mabille, le directeur de la rédaction de La Tribune. On l'écoute. Vous avez un message. Bonjour Charles-Édouard et bonjour Emmanuel. Alors ma question est la suivante. Alors que la crise Covid rebat les cartes du voyage et du tourisme, et alors que la réouverture commence à se profiler dans certains pays grâce à l'accélération des vaccins, on parle beaucoup d'un passeport vaccinal, évidemment, qui pourrait freiner le redémarrage du voyage, mais on voit aussi arriver de nouvelles tendances. Cette crise a sans doute changé la façon dont les gens ont envie de se déplacer et de voyager. Quelle nouvelles tendances et quelle rupture voyez-vous venir ? Et quel impact cela peut avoir sur notamment l'échange de maisons, d'après vous? Merci beaucoup. On a une question, pardonnez-moi, qui va dans le même sens de Laurent Garret, le patron de la banque Neuflize OBC. Je vous propose de l'écouter également. Bonjour Emmanuel, bonjour Charles-Édouard. Alors que la crise sanitaire affecte de plein fouet l'économie du tourisme, elle semble aussi faire émerger de nouveaux comportements, comme par exemple la location de maisons de vacances comme espace assez insolite de coworking. Pensez-vous que cette tendance pourrait durablement s'installer et devenir un marché de niche et pensez-vous qu'il faut développer cette niche? Merci. Donc quel monde d'après déjà pour Home Exchange, pour le voyage, pour le tourisme? Déjà, il faut quand même rappeler que de la base du tourisme, c'est qu'il faut que les gens aient des vacances et qu'il y a plein d'endroits dans le monde où il n'y a pas de vacances. Il y a beaucoup moins de vacances. D'ailleurs, on le voit dans nos pays, il y a plein de distinctions entre les États-Unis où globalement, tu commences, tu as 30 ans, tu as 15 jours. Et donc, le type de vacances. Et nous, en Europe, où on a quand même beaucoup plus. Et il faut rappeler qu'il y a des pays d'Amérique du Sud, les gens ne partent jamais en vacances ou d'autres pays du monde. Donc, moi, je vais répondre, c'est sur cette partie
qui est plus occidental, dans lequel on intègre les vacances. Mais nous, ce qu'on aimerait et ce qu'on va essayer de faire, c'est de le développer dans d'autres parties du monde. Et on trouve, et beaucoup de gens le disent, que les vacances sont très importantes. Elles permettent, on en oublie parfois, elles permettent plusieurs choses. Elles permettent on le fait pourquoi ? Pour se reposer. En fait, à la base, on prenait des congés pour se reposer. Et on en oublie ça de temps en temps. On fait ça pour rencontrer, pour être avec sa famille, pour partager. C'est un instant qui est très important et on doit le faire dans un autre lieu que chez soi parce qu'en fait, on ne le fait jamais bien si on le fait. Et la base du voyage, c'est ça. Et donc, l'avenir, pour moi, il faut qu'on se rappelle de ça. Il faut qu'on se rappelle de cet instant de partage, du fait qu'on veut se reposer. Et ça va conditionner tout. Et derrière ça, il y a une partie qui est arrivée on se rend compte que d'aller passer 3 jours à New York pour se faire plaisir et pour aller prendre un cocktail sur je ne sais pas dans quelle magnifique terrasse, sur magnifique terrasse, ça n'a pas vraiment de sens en fait. Déjà, on ne se fait pas vraiment plaisir. Et je pose souvent la question aux gens, ce qu'ils ont mémorisé de leurs dernières vacances. Et en fait, on se rend compte de ce qu'ils ont mémorisé. Et faites le test d'abord, ils vont vous dire, j'ai visité telle chose. Non, je dis, ça, je sais bien que tu as visité ça, mais c'est quoi quel est Donc, soit ils ont une super galère, ils vous racontent leur galère, soit ils ont une super truc qui leur est arrivé. Et souvent, c'est humain. C'est-à-dire qu'ils vont aller rencontrer les gens humainement, ils vont aller partager avec eux. Et donc, moi, je pense que l'avenir du voyage, il doit se rapporter sur l'humain. Et pour qu'on ait ce côté humain, ça peut pas être comme on le dit souvent, ça peut pas être un tourisme de masse au sens où on arrive à 45 dans un lieu, etc. C'est pas possible ça. En fait, on n'a pas d'humain. Les gens, ça doit être un tourisme qui est un peu plus inclusif, c'est-à-dire que quand vous arrivez à 50 dans un lieu, les gens du coin, ils peuvent pas vous aimer, quoi. Et donc, ils peuvent pas partager avec vous, ils peuvent pas vous apprécier. On n'aime pas le terme envahir, mais on les envahit, quoi. On rentre dans leur espace et ça, c'est pas possible. On peut plus accepter ça. C'est l'instagramisation du tourisme. Moi, je trouve que la partie instagramisation du tourisme, elle a une problématique, c'est qu'on va tous au même lieu. Voilà. Et donc, pareil, il faut accepter que... Mais c'est un peu... c'est la faute des voyagistes, c'est la faute du marketing du voyage qui a encouragé ça. Vous allez dans n'importe quel endroit, ils vont vous faire la promotion de 4 lieux. Alors qu'en fait, c'est pas ça qu'il faudrait faire. Si vous voulez que les gens arrêtent d'aller visiter, de prendre une photo à tel endroit, arrêtez de montrer... Et faire la queue pour prendre la photo. Mais exactement, les gens s'attendent. Il y a en Nouvelle-Zélande, ils ont une magnifique pub où ils se moquent de ça, qui moi je trouve fabuleuse. Voilà, je la transmettre, elle est très drôle. Mais voilà. Et donc je pense que l'avenir... Et après, il y a la partie qui est un peu plus comment je fais pour faire attention, être responsable. C'est-à-dire que quand je vais dans un pays, il faut accepter que je vais pas manger comme je mange dans mon pays. Voilà. Et donc je ne veux pas me retrouver à manger, je le dis souvent, des croissants, je ne veux pas manger ma blanquette de veau alors quand je suis en Chine. Il est logique qu'en Chine, on mange ce que mangent les gens au coin parce que tout simplement, ça évite qu'il y ait des marchandises qui viennent de l'autre bout du monde. Et puis le croissant est souvent moins bon. Oui, exactement. Souvent, en plus, il n'a aucune saveur parce qu'il n'est pas fait au bon endroit. C'est pas l'endroit où on peut le faire. Et donc, l'échange de maison répond énormément à ça parce qu'on va se retrouver dans un lieu local dans lequel on va manger. Vous faites de l'échange de maison, vous allez être obligé de faire vos courses. Et donc, vous allez... j'encourage tous les gens à faire l'échange de maison rien que pour ça. C'est qu'aller faire des courses, vous allez croiser des gens, vous allez vous rendre compte de ce que c'est que le lieu et la vie. Et moi, pour avoir une petite anecdote personnelle, c'est que dès que je vais dans un lieu, en fait, j'aurais envie d'acheter une maison. Évidemment, on ne peut pas le faire, mais pour y rester longtemps, pour rencontrer, parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est toujours trop court. Et pour moi, c'est ça l'avenir du tourisme, c'est d'arriver à accepter que l'expérience qu'on va avoir, elle va être un peu plus longue, elle va être un peu plus inclusive, on va faire attention aux gens et elle va être plus locale. Et deux remarques pour compléter. La première, c'est sur la question du rapport au fait de vivre ou de faire des espaces de coworking dans des maisons de location, etc. Je pense que là, ce qu'il va y avoir, c'est pas forcément au niveau du tourisme que la question va se poser, c'est plutôt au niveau du travail. On est en train de vivre une révolution du travail avec le télétravail partout. Et on ne sait pas exactement ce qui va être dans le monde d'après, c'est-à-dire qu'on est tous à se dire tiens, peut-être qu'on pourrait régler le curseur un peu plus vers du télétravail, un peu moins vers du présentiel en même temps. Parenthèse que vous faites chez Home Exchange. Oui, nous on avait déjà une politique de 1 à 2 journées de télétravail par semaine et aujourd'hui c'est assez open bar et on est en train de discuter un peu sur qu'est-ce que ça sera après, mais on ne sait pas ce que ça sera, mais ça sera sans doute un petit peu plus de télétravail. Et en même temps, l'idée de se dire qu'on ne se verrait jamais que par écran interposé, c'est quelque chose qui c'est pas possible non plus, bien aussi sûr. Et qui peut être très difficile à vivre pour certains, suivant leurs conditions de vie, le fait d'avoir des enfants qui interrompent ou des animaux de compagnie, etc. Et donc, à mon avis, les pratiques qui vont consister à mêler je vais vivre 3 mois à Bali pour faire du télétravail, en même temps c'est du tourisme, etc. Ça va être dans certains segments, en sens de certains types de métiers,
certaines catégories de population d'un point de vue niveau social, certains moments de la vie aussi, parce que quand on a des enfants qui font des études, par exemple, ça peut être plus compliqué. Donc là-dessus, c'est évident qu'il va y avoir du changement, mais c'est quelque chose qui va être lié aux évolutions du monde du travail. Et sinon, l'autre point dont je voulais parler sur le Next, c'est aussi, indépendamment des aspects business que Charles-Édouard a super bien décrit, il y a les aspects entreprise, la manière dont on est géré. Nous, ça fait longtemps, par exemple, qu'on est neutre d'un point de vue carbone. Là, on s'est engagé dans une démarche de certification B Corp qui était la next step logique pour nous. D'ailleurs, on félicite Open Classroom qui vient d'obtenir, je crois, le statut B Corp. Bravo à eux, ça m'étonne pas, c'est une super boîte. Nous, voilà, on est en train d'attendre. En ce moment, il y a eu pas mal de boîtes qui ont demandé, donc il y a un temps qui est un peu plus long pour les dossiers. Et voilà, on a envie d'avancer plus. Et là-dessus, moi, je tiens à saluer, par exemple, Maïf Avenir, qui est un de nos actionnaires et qui est l'une des rares sociétés à mission en France qui soit aussi investisseur. Et donc c'est super de s'engager nous, mais d'avoir nos investisseurs à nos côtés là-dessus. Il y a aussi un sujet, on parle du Next, on l'avait évoqué un petit peu en préparant cet échange, on n'en a pas encore reparlé, c'est votre volonté aussi de repenser le voyage de manière plus inclusive. Oui, tout à fait, ça c'était, je pense, quelque chose qui était présent dès la création de la boîte sur certaines thématiques. Moi j'ai un fils en situation de handicap, donc c'est une thématique qui m'est chère, mais dont on s'était peut-être un peu éloigné au fur et à mesure. Et là, le fait d'être aux US, où il y a eu bien sûr le Covid en 2020, mais un des éléments marquants, c'est vraiment tout le mouvement Black Lives Matter, nous a poussé à nous poser la question de l'inclusion sur notre plateforme. Parce que vous rendiez compte qu'il y avait peu d'Afro-Américains qui l'utilisaient ou... En fait, il ne s'agit pas que des Afro-Américains, c'est-à-dire que tu as tout un ensemble de minorités, par exemple la minorité LGBTQ, la minorité de personnes en situation de handicap, les Afro-Américains, les Latinos, les Asian Americans. Aux États-Unis, on va assez loin dans l'analyse de ce qu'est une minorité et de voir si elle est bien représentée dans une plateforme, et on s'est rendu compte que certaines de ces minorités étaient sous-représentées parmi notre membership, que certains avaient pu être victimes, alors c'était extrêmement rare, mais c'était arrivé 1 ou 2 fois, de discrimination, et qu'en fait on n'avait pas... Peut t'interrompre une seconde sur la question des minorités. Est-ce que vous savez effectivement, ou est-ce que c'est parce que c'est spécifique à la culture américaine d'identifier la minorité de quelqu'un qui propose sa maison, c'est-à-dire son origine sociale, raciale, préférence sexuelle, etc. Parce que je pense qu'en France, c'est pas tellement permis, donc je me demande quel est le contexte, comment est-ce qu'on mesure ça ? Alors nous, ce qu'on a fait aux États-Unis, c'est qu'on a fait un questionnaire, mais donc dans nos bases de données, on n'a pas de critères où on demande. Alors que c'est assez classique aux États-Unis, are you Caucasian, Asian American, Native American, etc. Donc on n'a pas du tout ces informations-là, nous, en base de données. Ni dans les propositions que vous faites aux États-Unis. Ni dans les propositions qu'on fait aux États-Unis, vous avez standardisé les mêmes. Nulle part. En revanche, on a fait un sondage où on a à peu près 1000 membres qui nous ont répondu sur ce thème de la diversity aux États-Unis, et c'est sur la base de ces déclarations des membres qu'on a défini notre politique qui se veut plus inclusive. La question des préférences sexuelles ou la question des origines ethniques change peut-être peu de choses sur la maison. Par contre, sur le handicap, ça, c'est un sujet d'accueillir peut-être certains handicaps, d'échanger des maisons qui permettent de les accueillir. Ça se structure facilement, une offre comme celle-ci. Alors, tout à fait, c'est un énorme sujet. Et donc, comme je te le disais, c'est un sujet sur lequel on a réfléchi depuis longtemps. Donc, moi, je me souviens d'une réunion membre à Barcelone en 2014-15 où il y avait un membre qui était venu donc avec sa femme, et lui était en fauteuil roulant, et qui adorait le site parce qu'il avait organisé un échange notamment dans une maison en France à Évian, où il y avait non seulement tout ce qu'il fallait pour lui, ses besoins par rapport au fait qu'il était en fauteuil roulant, mais il y avait en plus une piscine qui avait une rampe d'accès pour fauteuil roulant. Et donc j'avais appris ce jour-là qu'en fait il y a des piscines avec rampe d'accès. Je ne savais pas que ça existait chez des particuliers. Et en fait, à partir du moment où toi tu vis une situation qui a un impact sur la manière dont tu vis, qui est hyper concret, si tu échanges avec quelqu'un qui est dans la même situation que toi, tout va être beaucoup plus pratique. C'est-à-dire qu'il y aura le bon espace autour du lit pour pouvoir tourner, il y aura les poignées au niveau des sanitaires, il y aura tout ce qu'il faut, il n'y aura pas la petite marche, etc. Donc là-dessus, c'est effectivement plus engageant. Mais même, par exemple, sur la question de l'orientation sexuelle, le fait de pouvoir rassurer nos membres sur le fait qu'ils vont pouvoir aller chez un membre qui est gay ou gay-friendly, c'est quelque chose qui peut être rassurant, parce que y a de la discrimination qui existe, même si on peut le regretter, et même dans certains pays, il y a des lois, et donc c'est un point important pour nous.
Mais ce qui est juste pour ajouter ce que dit Emmanuel, ce qui est très très intéressant, c'est que quand tu as une partie américaine, une partie française, il y a des débats en interne. Parce que ce que disait Olivier est intéressant, c'est que tu peux pas stocker ce type d'informations. Et je trouve que ce qui crée énormément de valeur, c'est ces débats qui permettent d'accepter qu'il y a des différences de points de vue. Et dans l'entreprise même, on a régulièrement des débats sur la diversité. Est-ce qu'on met en avant cette chose? Est-ce qu'on fait? Et je trouve que c'est ce qui est bien, c'est que ça progresse beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a ces réflexions et qu'elles sont, je trouve, dans l'entreprise très saines chez nous. Et juste pour dire sur le handicap, pour répondre à ta question, c'est qu'on a un groupe où tu peux dire que ta maison est adaptée à accueillir quelqu'un qui est en fauteuil. Et donc les échanges se font très facilement grâce à ça dans ces conditions-là. Je me demandais si ça peut arriver dans la modération d'une plateforme telle que Home Exchange, que vous soyez obligé d'exclure des gens pour des comportements qui seraient pas corrects, notamment vis-à-vis peut-être des minorités ou des cas peut-être de racisme ou d'autres problèmes qui peuvent se poser. Alors, on a une charte qu'on a remis à jour justement il n'y a pas très longtemps parce que c'était pas naturellement en toute honnêteté on a quasiment jamais de cas, mais il y a de temps en temps des gens qui ont des sensibilités différentes et c'est super. Et par exemple, on avait un groupe qui s'appelle Tu peux accueillir des enfants. Et il y avait quelqu'un, on lui avait refusé une maison parce qu'il avait des enfants et il l'avait hyper mal vécu, donc il nous avait envoyé. Donc tu vois, tout type de discrimination comme ça. Nous, on est plutôt adeptes, pour qu'on exclue un membre, ça nous est déjà arrivé une fois, mais pour qu'on exclue un membre, on est plutôt adepte de la discussion et du partage, et c'est le rôle qu'on veut donner à notre service client là, qui gère toutes ces problématiques-là. Souvent, on arrive très bien à régler ces cas-là. Voilà, mais ça nous est arrivé une fois. Si on n'arrive pas à le régler et que la personne elle reste enfermé dans ses certitudes et que pour nous c'est pas acceptable qu'il y ait une personne qui ne reconnaisse pas les différences, etc. sur la plateforme. Peut-être là-dessus un cas récent qui était illustratif des différences culturelles, notamment entre la France et les États-Unis. C'est qu'il y a un membre aux États-Unis qui faisait un échange de maison et qui a prévenu l'hôte quelques jours avant d'arriver, qui venait avec son beau-frère, donc dans les gens qui voyageaient, et que son beau-frère étant malvoyant, il venait avec son chien d'aveugle. Et donc l'hôte a annulé en disant qu'il voulait pas de chien chez lui. Et en fait, dans une culture américaine, c'est pas acceptable. C'est-à-dire que quand tu arrives et que tu es aveugle, tu viens avec ton chien d'aveugle. Et c'est normal. Et c'est normal. Ouais. Et tu n'as pas besoin de prévenir dans un hôtel, par exemple, tu ne préviens pas. Et si l'hôtel exclut le chien, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il exclut l'aveugle. Et donc, c'est la discrimination, et donc c'est horrible. Et donc, c'est pas du tout possible. Alors que dans une logique française, on te dit, il y a quelqu'un qui va venir, et puis finalement, on te dit, finalement, il vient avec son chien. Oui, je sais pas, moi j'ai pas prévu, peut-être que je suis allergique au poil de chien, peut-être que j'ai pas envie d'un chien chez moi, et donc j'ai le droit de dire que le chien ne vient pas chez moi. Donc c'était intéressant, donc c'est un cas, on n'a pas eu d'exclusion du membre. Il y a juste eu des discussions, mais c'était assez marrant parce que entre l'équipe Happiness, donc qui s'occupe des clients aux États-Unis, pour lesquels c'est une évidence évidemment qu'un chien doit être accepté avec une personne malvoyante, et l'équipe en France pour laquelle c'était beaucoup moins évident, c'était assez amusant de voir la différence de traitement. Et c'est aussi parce qu'il y a une différence peut-être de maturité dans les populations d'un pays ou d'un autre sur des problématiques de handicap, quoi. Pas de maturité, mais de connaissance. Comme on est sur ces sujets de diversité, en tant qu'entrepreneur, de belles boîtes scale-up, Onex 40, vous avez un rôle à jouer, et c'est vrai qu'on peut observer déjà qu'Onex 40, il y a quand même beaucoup d'hommes, c'est pas pour rien qu'on a créé les 40 nuances de Sista, mais c'est vrai que souvent on reproche à ces boîtes en forte croissance de recruter finalement que des gens qui se ressemblent. Est-ce que c'est un sujet sur lequel vous avez des choses à dire? En fait, c'est une évidence, c'est-à-dire que naturellement donc il faut être très très attentif à ces sujets-là, et nous c'est un des sujets qu'on essaye d'aborder. Il se trouve qu'on a la chance d'avoir plein de nationalités déjà, donc on a une diversité de nationalités qui est grande, ce qui joue déjà en notre faveur parce que ça permet une culture, le croate n'est pas exactement identique, on a irlandais, espagnol, italien, allemand, etc. On a un prêtre dans notre équipe qui est un prêtre développeur, donc voilà, c'est pas pour exorciser les maisons. Non, mais tu vois, on se retrouve avec
donc il faut être hyper attentif. Il se trouve qu'on a plus de femmes que d'hommes dans l'équipe. Dans la globalité, je crois qu'on doit avoir 65 ou un truc comme ça pourcentage de femmes. Et contrairement à une volonté un peu naturelle, je trouve en France, et on commence à changer, c'est que ça ne peut pas se faire naturellement. Il faut y être attentif. C'est-à-dire, on peut pas dire, bah non, mais on est quelqu'un de bien. Il faut aller plus loin que ça. Et cette décision-là, elle se prépare, elle se discute, et avec nos services RH, etc., on en discute. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'un développeur. Nous, on est très sensible aux personnalités des gens, etc. Et on s'est retrouvé avec des gens, je prends que des diplômes donnés. Et nous, par exemple, on s'est jamais dit ça. On a un test, ils ont fait un test technique, et on a une personne qui avait pas son bac, par exemple, parce que quand il avait 15 ans, 16 ans, il s'était dit j'ai envie de créer un site. Il avait fait son site. Donc, on essaye aussi bien dans la partie diplôme, ce qui est pas évident, parce que si tu regardes les diplômes de beaucoup, ça rassure. Voilà, tu te dis c'est ça, il a ce diplôme-là. Pareil, sur les développeurs, on a ça. Mais ça se travaille, et c'est pas facile à faire, pour être clair. Et comme par exemple, tu parles sur la partie ethnique, en France, c'est pas possible. Tu peux pas dire j'ai tant de personnes d'origine ethnique comme ça, etc. Tu jongles un petit peu entre est-ce que j'y fais attention, est-ce que j'ai ces rejets. Et pour moi, un des moyens, par exemple, c'est que la sélection des candidats ne soit pas faite que par les personnes qui recrutent, mais par la RH qui va proposer des candidats et qui, elle, est alertée sur ce sujet-là. Et donc, après, tu peux... mais déjà, tu vois, si tu laisses les gens sélectionner que leurs candidats, ils vont évidemment sélectionner. Donc, il faut qu'il y ait un partage dans la sélection. Tu vois, c'est un des exemples qui permettent d'éviter que tu te retrouves qu'avec la même personne. Et sur l'aspect gender, concrètement, nous, la grande majorité de nos N-1 sont des femmes. Et au niveau de notre board, la Maïf a un poids certain, vu que c'est un investisseur important chez nous. Et il y a deux représentants, dont la lead est une femme. Donc, on pourrait faire mieux, mais on est assez conscient des problématiques et on a l'impression de bien y répondre pour l'instant. Peut-être juste avant de conclure, je me disais, Thomas, juste avant de conclure, ça serait important peut-être qu'au Make-Change recrute aussi un rabbin, un imam et une bonne sœur, de façon à ce que l'équité soit parfaite sur le plan RH. Amen. Eh bien, moi, je vous propose de vous amener à la seconde partie de nos échanges. On a pu évoquer l'histoire de Make-Change, aussi sa vision. On va s'intéresser maintenant dans une seconde partie sur les hommes que vous êtes, ce qui vous a forgé, pour comprendre peut-être un peu mieux encore pourquoi Make-Change et Make-Change. Merci. 40 nuances de Next. The Next 40 comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.